Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui avec François Martin. Bonjour monsieur. Bonjour Charmy. François Martin, géopoliticien, journaliste, essayiste. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et de HEC. Vous avez travaillé pendant 40 ans dans le commerce international de l'alimentaire. Et après l'Ukraine, un basculement du monde, vous publiez ce nouvel ouvrage, Le temps des fractures, chez Jean-Cyril Godefroy, comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors, François Martin, des fractures entre les pays du Nord et ceux du Sud, qui s'illustrent notamment par ces conflits en Ukraine et en Palestine que, dites-vous, l'Occident a lui-même créé et face auquel il n'a pas de réponse politique, mais seulement une réponse militaire. Alors, comment expliquez-vous cette incapacité du pouvoir politique occidental ? Alors, je l'explique d'une façon très simple, c'est que pour pouvoir avoir une réponse politique, il faut avoir une vision du monde. Il faut avoir une vision du monde qui se traduit en d'autres termes par une vision politique. Et là, je pense que de la part du monde occidental, il y a une volonté, il y a une vision prédatrice, mais il n'y a pas une vision politique. En particulier la politique américaine, qui est la mère de la politique occidentale, est aujourd'hui dirigée par les néoconservateurs, dont je développe les activités, la genèse. Et le mantra des néoconservateurs, c'est la benevolent global hégémonie, c'est-à-dire l'hégémonie globale bienfaisante. C'est-à-dire, je te tue, je te bombarde, je t'attaque préventivement, mais c'est pour ton bien. Et ça, converti à la démocratie par les bombes. Voilà. Et en fait, je te dis que je te convertis à la démocratie, mais en fait, c'est surtout que j'ai envie de te bombarder. Ouais, parce que j'ai envie de te prendre ton pétrole. Ouais. J'ai envie de te voler les 9 milliards de réserves qui étaient dans la banque d'Irak, dans la banque centrale d'Irak, etc., etc. Donc, c'est essentiellement une vision prédatrice qui naît avec la chute du mur. Que Reagan lègue à ses enfants néoconservateurs, et les enfants, en fait, dilapident l'héritage. Ça, c'est ce que dit Mearsheimer, en l'espace de 30 ans, entre le moment où ils sont au pouvoir avec Bush fils, puisque auparavant ils essayent, mais en fait ils n'y arrivent pas vraiment, je détaille pas, avec Bush fils, et en même temps ils disent nous sommes l'hégémonie globale bienfaisante, et en même temps ils agitent une petite fiole de talc pour expliquer qu'il faut aller attaquer l'Irak, ce que tout le monde comprend être une monstruosité. Donc il dit nous sommes des moines soldats, et juste après ils disent nous sommes des pillards et des voleurs et des tricheurs. Donc ça passe pas. Je pense que les peuples opprimés et battus à cette époque-là peuvent comprendre qu'on leur dise va evictis. Je suis le chef, j'ai gagné, je prends ce que je veux. Les hommes, les femmes, les richesses, ça c'est le monde est comme ça. Ils auraient compris. Mais qu'on leur dise... ça leur vient d'où cette mentalité prédatrice ? Eh ben, ça vient du groupe des néoconservateurs, qui est une bande de, je dirais, de rapias américains qui, à un moment donné, sentent que le monde va être à eux et qui se disent, qui se préparent dès l'époque de Reagan en disant on va en profiter. Mais qu'est-ce qui leur a mis ça dans la tête ? Je pense que c'est l'appât du gain, tout simplement. Moi, je pense que c'est l'appât du gain. Parce que si vous écoutez et si vous lisez la doctrine Wolfowitz, en fait, c'est extrêmement pauvre. Et c'est surtout extrêmement pauvre en termes de vision du monde. Il n'y a pas de vision du monde véritablement dans la doctrine Wolfowitz. Vous ne lisez pas, voilà qui sont les Russes, voilà ce qu'ils sont, voilà comment ils sont, voilà comment sont les Chinois, voilà comment sont les Africains. Comment doit s'organiser le monde sous notre égide. Vous n'avez pas ça. Vous avez, comme vous dites, on va vous donner la liberté, et pour vous donner la liberté, on va vous écrabouiller, parce qu'en fait, la liberté est le prétexte, et l'écrabouillement est la fin. Alors une fuite en avant-guerrière de l'Occident, on l'a compris, son bras armé, c'est l'OTAN, qui s'accompagne d'une démonstration de faiblesse militaire, comme l'incapacité, on le voit aujourd'hui, de l'armée israélienne à réprimer cette guérilla gazaoui. Comment vous l'expliquez, cette faiblesse de l'Occident ? Et c'était aussi le cas en Afghanistan, avec le retrait des Américains. Oui, absolument. Eh ben, je l'explique pour la même raison, c'est-à-dire que derrière le manque de vision du monde, il y a un manque de connaissance des peuples. Et si vous ne connaissez pas les peuples, vous ne pouvez pas les battre. C'est par arrogance, ce manque de connaissance. 100%. Mépris. 100%. Et pire que le mépris ou l'arrogance, c'est
une méconnaissance volontaire. Je me souviens que j'avais été reçu dès le début de mon premier livre chez un de vos confrères, André Berkoff pour pas le nommer, et j'avais dit à André, mais on va le perdre. Et il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit mais parce que personne n'a été voir les Russes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent. Alors c'était des poivreaux désorganisés, mais on s'interdisait de savoir qui est notre ennemi. Oui, mais là, dans le cas de la guerre entre Israël et Gaza, vous pensez que c'est de la méconnaissance de la part des Israéliens? Oui, je le pense totalement, oui. Je le pense totalement. Parce qu'on raconte souvent que c'est Israël qui a mis en avant le Hamas, ce parti guerrier, contre le Fatah, qui était un parti plutôt de négociation. C'est tout à fait, je suis absolument d'accord, c'est ça la genèse du Hamas. Alors, on ne peut pas dire qu'Israël a créé le Hamas, mais Israël a co-construit. Favorisé. Plus que favorisé, l'a co-construit. Parce que si vous prenez tout simplement même le Wikipédia, où vous tapez Hamas, vous vous apercevrez qu'à chaque étape de construction du Hamas par Sheikh Yassin, il va voir les Israéliens, ils accompagnent. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la meilleure solution, c'est-à-dire une entente non cordiale. Parce que l'entente non cordiale contre qui? Contre le Fatah, effectivement, qui est dans le projet israélien de la droite israélienne, le danger, c'est la paix. Parce qu'ils sont persuadés qu'au bout du compte, ils auront toute la terre. Et donc, le danger mortel, c'est la paix. Il faut qu'il n'y ait jamais de paix. Et pour ça... Parce qu'Israël y a intérêt. Bien sûr. Absolument. Pour pouvoir continuer à s'étendre, c'est ça le but? Pour pouvoir continuer à s'étendre, pour pouvoir continuer à écraser le Fatah, pour pouvoir continuer, l'idée étant que petit à petit, ou que les Palestiniens soient chassés, ou qu'ils deviennent, qui vivent dans des bantoustans ou dans des réserves. Rétablir ce qu'Israël appelle son Eretz Israël, son empire de jadis. Voilà, c'est ça. Ce qui est un césaropapisme caractérisé, puisque c'est une récupération de la religion à des fins politiques. Ce qui explique que les Israéliens orthodoxes, les véritablement Israéliens, détestent le pouvoir de la droite israélienne. Ils disent que c'est une usurpation de la religion. Donc, quand vous entendez... Oui, les religieux juifs non sionistes, vous parlez de cela? Oui, tout à fait. Les religieux orthodoxes, ou ultra-orthodoxes, défilent aujourd'hui avec les pro-palestiniens dans les rues de New York. C'est quand même... Voilà. Et juste pour une phrase pour terminer ça, si vous entendez les déclarations de Smotrich et Ben Gvir, qui sont les deux acolytes de Netanyahou qui sont les plus radicaux, quand ils disent que ce sont des animaux humains, en parlant des Palestiniens, quand ils disent que une bombe atomique est une option, alors qu'ils en ont déjà envoyé l'équivalent de 5 bombes, puisqu'ils ont envoyé 60 000 tonnes de bombes au minimum, et la bombe d'Hiroshima faisait 12 000 tonnes. Donc il y a l'équivalent de 5 bombes d'Hiroshima déjà sur un territoire où les habitants ne peuvent pas sortir. Voilà. Donc quand ils disent ça, quand ils disent qu'affamer 2,5 millions de personnes ne pose pas de problème, ça veut dire qu'il y a une chose qui s'interdise, c'est de comprendre ou de penser leur ennemi. Or, je rappelle que nous avons été battus dans nos guerres coloniales, en particulier en Indochine, parce que Ho Chi Minh nous connaissait par cœur. Il avait fait ses études à Paris. Voilà. Voilà. Donc en fait, ils ne connaissent pas et c'est comme la même chose que ce que j'ai dit à propos de l'Ukraine. Ils méconnaissent profondément leur ennemi. La doctrine qui consiste à frapper, ce qu'ils appellent punir, il y a 3 types de doctrines. La première, c'est la décapitation, la deuxième, c'est la punition, et la troisième, c'est l'invasion. C'est les 3. Et en fait, je développe pas parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, la deuxième, qui est la punition, ne marche pas. Parce qu'elle est basée sur le principe qu'il suffit de frapper pour que les gens se soumettent. Mais ça, c'est ce que vous faites avec les animaux, avec les chiens. Ouais. Vous les frappez, ils s'en vont, ils fuient. Mais là, vous avez affaire des hommes qui sont remplis par le sentiment d'injustice, parce qu'on leur a pris déjà la moitié de leur terre en 48, alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne, et après on leur a pris la moitié du reste. 800 000 personnes mises dehors. Voilà. Et depuis, ils n'ont toujours pas le droit à leur État, donc ils sont remplis sinon de haine, du moins d'un sentiment d'injustice qui ne peut pas passer. Cette fracture entre Nord et Sud est
aussi et surtout culturelle, avec une vision conservatrice au sud, une vision progressiste au nord. Pourquoi s'agit-il, selon vous, d'une division irréconciliable? Eh bien, parce que là, vous n'êtes pas dans le cadre de deux visions du monde différentes. Quand vous avez deux visions du monde, vous pouvez discuter, dit Nathan. Moi, je vois que le monde est comme ça, avec comme ça. Moi, il faut que ton régime soit un régime libéral. Non, j'ai mon régime que je veux, etc. Il y a une discussion possible. Mais là, ça vient d'une vision de l'homme. Et ça, c'est pas réconciliable. Nous avons, enfin, le progressisme a chez nous, non pas dans nos peuples, mais chez nos dirigeants, une certaine vision de l'homme, dont Solzhenitsyn détaille, et on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est les progressistes, et les conservateurs en ont une autre. J'ai dit dans mon précédent livre que ce qui fait que la presse, d'une façon générale, est Poutine jusqu'à la moelle, c'est que Poutine a dit a fait mettre dans la Constitution le fait que la famille, c'était un homme, une femme et des enfants, et qu'il n'y aurait jamais de gay pride à Moscou. Ça, c'est irréconciliable. Donc, c'est pour ça que je classe dans ce livre, momentanément, je dirais, ou pour les effets de la chose, la Russie comme un pays du Sud, parce qu'en fait, le fait que les Saoudiens, les Chinois, les Russes et les Iraniens, des peuples qui sont aussi différents, arrivent à s'entendre, c'est qu'ils ont une vision de l'homme, la même anthropologie, qui n'est pas progressiste. Justement, sur ce conflit à l'est de l'Europe, vous dites que la victoire est déjà acquise pour le camp russe, et vous dites que l'obsession de Poutine sera de préserver des liens avec l'Europe. Mais ça semble mal engagé. Comment il pourra s'y prendre? Alors, je pense qu'il va y parvenir, et il y parviendra peut-être plus facilement que ce qu'on pense. Ça dépend du camp d'en face aussi. Ça dépend du camp d'en face, mais si vous voulez, je pense que l'épisode de Koursk a été une espèce ou un baroud d'honneur, ou le dernier moment où on pouvait aller passer la sébille et puis se faire payer par l'Occident avant la chute, ou bien une opération de diversion pour pas montrer qu'on était en train de se faire enfoncer dans le cœur de son dispositif. Donc dans tous les cas, c'était une espèce de bouquet final, si vous voulez. Mais ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours, parce qu'on parle plus de l'Ukraine, mais si vous allez voir les rapports militaires, toutes les villes, aujourd'hui, sont en train d'être prises par les Russes. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus de dispositif du tout. À partir de ce moment-là, les Russes remonteront vers le nord, à partir de Pokrovsk, et ils iront prendre leur objectif militaire principal, c'est-à-dire la ville de Slaviansk et Kramatorsk, qui est le cœur du dispositif du Donbass. Et à ce moment-là, ils auront gagné la guerre. Et ils pourront, s'ils le souhaitent, et s'il n'y a pas de négociation, aller jusqu'à Odessa, ensuite, si c'est nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Occident ne pourra pas supporter d'aller voir ces troupes, puisque c'est l'OTAN qui est engagée en nom dans cette affaire. Personne ne dit que c'est une guerre de l'Ukraine, c'est une guerre otano-kievienne. Donc, ils ne pourront pas voir feuilletonner leur défaite jour après jour. Donc il faudra ou bien qu'il y ait une internationalisation du conflit, mais s'ils font ça, le conflit sera très vite nucléaire. Or, je rappelle que les Russes ont 15 ans d'avance sur les Occidentaux sur le plan des ogives nucléaires, parce qu'ils maîtrisent la technique des missiles supersoniques. Et oui, et de l'hypersonique, et les autres non. Donc l'Occident n'ira pas là. Et l'autre, c'est la négociation. Et si vous rentrez dans la négociation... Je crois que c'est le chancelier allemand qui a déclaré qu'il aimerait voir le président Poutine lors du prochain sommet pour la paix. Bien sûr. Mais avec l'accord du président Zelensky, paraît-il. Bien sûr. Mais ce que les gens ne comprennent pas et ce qu'il faut expliquer, c'est que le mot paix n'a pas le même sens pour les Occidentaux et pour les Russes. Parce que pour les Occidentaux, la paix ne peut être qu'une non-belligérance. Parce que la maîtrise, le pouvoir américain, ça c'est confère Zbigniew Brzezinski et le grand échiquier, ne peut se concevoir qu'avec la main sur l'Europe.
Et l'OTAN, si l'OTAN nous protège militairement, ça veut dire qu'il nous domine politiquement. Parce que dans l'histoire, il n'existe pas de pays qui en ait protégé un autre militairement sans le dominer politiquement. Et si les États-Unis perdent la maîtrise politique et militaire de l'Europe, ils perdent leur pouvoir. Ouais. Ils deviennent une puissance parmi d'autres, mais pas la grande puissance hégémonique. Or, pour finir, la conception de la Russie est diamétralement différente. Pour eux, il faut la fin des sanctions et le retour à un système de paix où ils puissent commercer avec l'Occident. Mais ce jour-là, tout l'Occident sera à Moscou pour demander du gaz, pour demander l'ouverture des marchés, etc. Donc c'est fini de la puissance américaine. Vous expliquez bien que Poutine, son obsession, c'est le retour des liens commerciaux avec l'Europe. Mais non seulement commerciaux, cher ami, mais culturels, exactement. Ben oui. Pour l'Europe, l'avenir de ces temps de fracture peut être, vous l'expliquez, négatif ou positif. Oui. Et dans ce processus, pourquoi vous voyez la France comme la seule à pouvoir jouer un rôle décisif, à pouvoir parler avec tout le monde? Oui, parce que la France a, depuis le général de Gaulle, une très grande image, une très grande aura, une vision internationale. Il reste cette idée, bien que la France ne le clame pas, et elle a raison, d'une France fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples. Elle a cette image. Je crois qu'en chinois, France Fako, ça veut dire français. Ami français, ça se dit Fako Pengyu. Français, ça veut dire le pays des lois, en fait. Le pays des règles et des lois. Donc, on a cette image dans le monde d'un pays capable de grandeur. On avait. Et on a, quelque part, d'une certaine façon, nonobstant les turpitudes de l'État et du gouvernement actuel, il nous reste ça, que De Gaulle a construit, mais qui était l'héritage de la civilisation française. Avec Richelieu, etc. Bien sûr. Et on constate que la France a par le principe de la reconnaissance de la Chine par De Gaulle, une très, très grande image. La France est capable de parler avec les États-Unis, elle est capable de parler avec le Mexique et avec le marchemos la mano en la mano, comme disait le général. Elle a ses liens avec l'Afrique qui sont restés. Moi, en 40 ans de relation avec l'Afrique... Même si la diplomatie française en Afrique a été complètement décrédibilisée depuis... totalement. On l'explique souvent, assez souvent, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Les peuples n'ont pas la mémoire courte, à la différence de nous. Ils ont la mémoire longue. Et eux, la France éternelle, ça veut dire quelque chose pour eux. Voilà. Pour le roi du Maroc, Hassan II, ça voulait dire quelque chose. Il reste quelque chose. Alors, cette France, elle est décrédibilisée sur la scène diplomatique internationale. Vous l'expliquez, François Martin, dans votre ouvrage. Mais comment a-t-elle été subvertie? Comment s'est-elle fourvoyée? Eh ben, elle s'est fourvoyée parce que je pense que... nous nous sommes fait petit à petit manger par le progressisme, je dirais. Nous avons. Vous remontez jusqu'à la Révolution des Lumières. Bien sûr, évidemment. Je remonte à la Révolution des Lumières. Vous évoquez un matérialisme sous sa forme actuelle la plus sataniste. Oui, c'est ça, absolument. En fait, le matérialisme est en soi sataniste. On s'en est aperçu au moment de la cérémonie des Jeux où ça a été dévoilé au grand jour. Et il y a eu des vidéos, très intéressantes d'ailleurs, de certains hommes politiques qui ont montré qu'il y a eu d'autres cérémonies du même type sataniste, les Jeux de Londres ou d'autres dont on s'en était pas perçu. Mais si vous voulez, le matérialisme pourrait être simplement un dédain total de tout ce qui est religieux. Moi, je m'en fous, je crois pas, je fais ce que je veux. Ce qui m'intéresse, c'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Et le reste, je veux pas savoir. Mais c'est pas ça qu'il y a derrière derrière cette philosophie matérielle. Il y a une volonté de destruction totale de ce qui est chrétien et en particulier catholique. Cette volonté de destruction, cette haine que vous sentez à travers le progressisme, elle ne provient pas simplement d'une vision matérialiste qui a priori n'aurait en aucune façon besoin de s'occuper d'autre chose. Donc elle provient de quelque chose d'intérieur et de profond. Et c'est ça que j'appelle le satanisme en fait. Vous reprenez aussi des propos de Solzhenitsyn pour qui le modèle mondialiste, libéral et oligarchique allait, disait-il, se vider de l'intérieur. Oui.
Comment voyait-il cela déjà à son époque? Comment prophétisait-il cela? Alors, dans son discours de 78, il dit, qui est publié sous le titre « Le déclin du courage ». Il fait ce discours aux jeunes de Harvard, de la profession d'Harvard. D'ailleurs, il se grille avec tous les intellectuels de l'époque qui pensaient qu'il allait dire merci des États-Unis, etc., etc. Il leur dit « Vous avez contracté, vous avez avalé la philosophie des Lumières, qui est une philosophie du bonheur sur Terre. » Du bonheur sur Terre. Outre le fait que ça ne marche pas parce que vous avez la mort au bout, ça vous pouvez pas, philosophie du bonheur sur Terre, si vous avez la mort au bout, où est son infinité, je dirais? Elle en a pas. Mais il dit surtout, cette philosophie enlève une pièce de votre mentalité qui est celle du courage. C'est-à-dire la tension vers le bien, la tension pour bien faire qui, elle, est d'ordre spiritualiste et non pas matérialiste. Et il dit, vous êtes foutus. Parce que le jour où les supplétifs auront fini de vous défendre, et vous devrez vous lever vous-même et risquer votre vie pour vos femmes, vos enfants, votre civilisation. Vous n'aurez plus rien pour vous défendre. Vous n'aurez plus les capacités morales et psychologiques et spirituelles pour le faire. Et il leur dit même, si j'avais le choix, moi, et à l'époque en 78, l'URSS n'est pas tombé, de rester dans le modèle qui est le mien ou de venir chez vous, je préférais encore mon modèle parce que nous, malgré l'oppression, nous sommes chargés de spiritualité et vous ne l'êtes pas. Donc en fait, il prophétise non seulement la chute de l'URSS, mais également la chute du modèle libéral parce que cette critique, d'un côté, il appelle le parti et l'autre, il appelle le marché. Et il prophétise la chute du parti et du marché. Et je pense que ce que dit Solzhenitsyn, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En ce moment. Donc la défaite du Nord est entre guillemets déjà prévue, déjà. Je pense qu'elle est manifeste en Ukraine et je pense qu'on n'a pas malheureusement le temps de développer, mais je le développe dans le livre. Je pense qu'elle est annoncée également dans la guerre de Gaza. Mais est-ce que vous n'anticipez pas quelque part un empire américain aux abois qui serait prêt à tout jusqu'à emporter le monde dans sa chute pour ne pas perdre la face? C'est une option, c'est quelque chose de possible, mais je pense que si on va dans ce cas-là véritablement aux extrêmes, et ça je pense que c'est très important de le remarquer, et un écrivain comme Édouard Husson l'avait fait à une époque, la question de la maîtrise de l'hypervélocité nucléaire est absolument fondamentale. C'est-à-dire, si à ce moment-là on va au nucléaire, je pense que les Russes donneront le choix en disant vous voulez aller au nucléaire, mais avant que vous ayez le temps de tirer, vous aurez déjà disparu. Parce que nous, on est capable d'arrêter vos bombes, mais vous ne pouvez pas arrêter les nôtres, parce que les nôtres, elles vont à Mach 7 ou Mach 15. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est quoi le choix ? Revenons et terminons avec la France, François Martin, sa France et sa capacité de parler au monde. Elle est la seule, dites-vous, à le faire. Les États-Unis, c'est pas la peine. La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne non plus. À quelles conditions notre pays pourra-t-il redevenir une puissance libre. Assumant sa puissance? Avant de répondre à ça, je voulais vous dire une phrase uniquement sur la question de cette guerre culturelle entre le progressisme et le conservatisme. Je pense, et ça Solzhenitsyn ne l'a pas dit, mais je le développe assez largement dans mon livre, la question de la sexualité est la question fondamentale. C'est pour ça qu'on a vu les drag queens, qu'on a vu ça, entre ce que j'appelle la sexualité reproductive et la sexualité récréative. Nous avons fait de la sexualité récréative un principe. Non pas une série de comportements, parce que les comportements de sexualité récréative existent partout dans toutes les civilisations, y compris les civilisations conservatrices. Mais nous en avons fait un principe. C'est exactement comme si on avait dit, écoutez, nous sommes importants, nous sommes libres et nous sommes riches, nous pouvons considérer aujourd'hui que la nourriture est gratuite. Servez-vous et ne payez pas. 2 générations plus tard, il n'y aura que des obèses, et 4 générations plus tard, l'humanité aura disparu.
Parce qu'on sépare un principe de plaisir et un principe de responsabilité. Quand ils ne marchent pas ensemble, on se suicide. Et en fait, le fait de choisir comme principe la sexualité récréative est quelque chose qui entraîne naturellement l'arrêt de la natalité, parce que pourquoi élever des enfants seulement par choix? Il n'y a que les quelques imbéciles, ou ceux qui croient en Dieu, ou ceux qui croient à l'enfant qui vont le faire, mais la plupart ne le feront pas, parce que c'est un effort. Donc, au bout de cette philosophie de la sexualité récréative, il y a la mort de la civilisation. Et ça, c'est fondamental, parce que tous les pays du Sud le comprennent, et nous l'avons pas compris. Voilà. Juste. Revenir à cette définition d'une France de la puissance, vous dites qu'il faudra donc revenir à notre passé chrétien et sortir de l'OTAN, mais il faudra auparavant aussi se débarrasser de l'idéologie progressiste. Absolument. Y a-t-il quelque chose à faire ou se détruit-elle elle-même ? Alors, comme toujours, quand vous avez une destruction, vous avez forcément une renaissance. Quand vous avez la marée basse, vous voyez sortir les rochers à marée basse. Donc, c'est ces rochers qu'il s'agit de aujourd'hui recréer, qu'il s'agit de faire grandir, qu'il s'agit de mettre au jour lorsqu'ils existent. La question, c'est lorsque cette civilisation ou cette pseudo-civilisation progressiste va tomber comme Solzhenitsyn le prophétise, ouais. Qui sera l'interlocuteur des pays du Sud? Est-ce qu'on sera simplement un lieu de haine et de pillage? Est-ce qu'à ce moment-là ressortiront tous les vieux discours de haine? Ou est-ce qu'ils diront, on a en face de nous des êtres humains respectables, forts, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une vision du monde, qui partagent avec nous une vision de l'homme, et est-ce qu'on peut construire quelque chose? Et c'est là, je pense que la France a quelque chose à dire. En ayant fait en sorte, et là je vais un peu à l'envers de ce que disent beaucoup de gens, d'avoir pris les dispositions au départ pour retrouver sa puissance, c'est-à-dire son autonomie politique, son autonomie économique, je propose, parce que vous pouvez toujours dire oui, moi je veux me réconcilier, mais si vous avez ni argent, ni vision, ni économie, ni force politique, parce que ce sont les oligarchies qui ont les mains sur le volant de votre voiture, vous pouvez rien faire. Donc il y a au départ, et vous constatez que dans tous les pays qui se sont redressés, confèrent, la Russie en particulier, il y a d'abord eu la maîtrise de ses moyens avant d'affirmer ses fins. Voilà. La maîtrise de ses moyens est l'étape fondamentale préalable. On ne résoudra pas la question de l'immigration si on dit simplement on veut arrêter l'immigration. On la résoudra parce qu'on a les moyens de dire à la communauté européenne vous nous emmerdez, nous on veut le faire et on a les moyens de le faire. Voilà. Le brillant ouvrage de François Martin, c'est Le temps des fractures, à retrouver sur la boutique, comme d'habitude. Aussi bon que le précédent, l'Ukraine, un basculement du monde. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.